Hop, et bonjour petite fois YouTube, on se retrouve pour une nouvelle séance de lecture. Nous sommes sur un nouveau live par rapport à la dernière, nous sommes arrivés donc à la nouvelle section, la justice transformatrice, et donc à la transformation. On va voir comment ça va se passer, parce que juste avant donc c'était la partie sur la justice réparatrice, et on remarquait que il y avait un petit souci en fait, c'est que malheureusement c'était dans le cadre du coup toujours des structures préexistantes. Donc là, avec la justice transformatrice, techniquement, de ce qui nous a été annoncé, on va aller justement sur un cadre qui sort des institutions classiques. Ce ne serait a priori, de ce qu'on a compris, peut-être plus à la police d'essayer de faire une justice qui n'est pas punitive, qui n'est pas répressive, mais vraiment de s'organiser différemment en termes de justice et de sortir de ces cadres qui, malheureusement, par les institutions, par leur biais systémique, ont des comportements, ont des actions, ont des idées, ont des idéologies qui sont extrêmement délétères et violentes et qui malheureusement ne résout absolument pas les problèmes de criminalité, bien au contraire en produisent, notamment produisent aussi de l'injustice, ce qui est étonnant, hein, n'est-ce pas, pour la justice, qui produit la justice, tout ça. Bref, on est parti, nous sommes du coup page 525, transformation, la justice transformatrice. Je vous rappelle bien évidemment, avant d'entamer le corps du texte, que tous les retours dans le chat, dans les commentaires de vidéos YouTube sont les bienvenus. N'hésitez pas, bien évidemment, si vous avez un écho par rapport à votre vie, si vous avez une question, si vous voulez approfondir un point, si vous voulez partager quelque chose parce que ça vous fait penser à quelque chose, n'hésitez pas, c'est fait pour. Hein, si on fait les lectures en live et donc avec les rediffusions sur YouTube, c'est justement pour échanger sur ces questions-là. On n'est pas simplement sur une lecture où moi je me contente de lire un texte et basta. Il se trouve que moi là-bas je suis psychologue social du travail d'organisation, donc je suis là aussi pour approfondir ces questions-là, pour justement créer, on va dire, plus d'adéquation entre le texte et ce qui est dit, et vous, qui n'avez pas forcément tous les outils, qui peuvent avoir des retours, etc. C'est fait pour. Pour rappel, notre but ici est de trouver des solutions dans la modulation des environnements sociaux, pour faire émerger l'orientation autonome, libérée de l'orientation contrôlée ou impersonnelle. L'environnement n'a qu'un rôle distant sur les orientations, il ne peut pas les manipuler directement, ni les influencer, mais davantage donner un cadre, une organisation des ressources, des possibilités qui vont nourrir l'une plutôt qu'une autre. Justement là d'ailleurs on a donc un petit début de paragraphe qui commence directement en nous rappelant en fait le pourquoi du comment du livre en fait. Parce que c'est pas spécialement un livre qui se centre sur la justice transformatrice ou quoi que ce soit, même si là ça fait un petit moment qu'on est dans tout ce qui est violence policière, institutions policières, fonctionnement policier, etc. C'est le cas de ces chapitres-là, mais l'intérêt général du livre, c'est de parler de l'autodétermination. Autrement dit, la capacité qu'on a, certes très limitée, mais la capacité qu'on a à pouvoir agir un tantinet sur notre vie. Même si, encore une fois, les leviers sont très légers, relativement rares, et que c'est notamment le contexte qui va très fortement influencer dans la direction qu'on va prendre, on a quand même des petits moyens, des petits leviers, et notamment on peut créer des environnements, on peut créer des contextes qui nous permettent de nous réaliser un petit peu plus. Encore une fois, ça reste très limite par rapport à tout ce qui va être, on va dire, dit en notamment développement personnel ou quoi. On en est très loin, parce que je vous le rappelle que le développement personnel, globalement, c'est une arnaque. Hein, c'est globalement le monde capitaliste qui reprend ces théories-là, qui reprend justement les travaux qui sont faits, notamment sur l'autodétermination, pour vous faire croire que finalement le système il marche très bien, que finalement il faut vous y inclure dedans, etc. Sauf que en fait ça nie tout un tas d'éléments qui ont été notamment développés par les recherches et qui montrent que non, le développement personnel c'est très joli, mais globalement c'est du vent. C'est très joli, mais ça marche surtout pour les personnes qui ont déjà à peu près tout ou une grande partie d'avantages. Donc finalement, voilà, ça ne sert pas à grand chose. Une grande majorité des gens qui ne sont pas, en général, pour une grande majorité, des gens qui sont, on va dire, devant sur la scène. Là, au contraire, avec les théories et les travaux qui sont faits par rapport à tout ce qui est l'autodétermination, on se rend compte que bien sûr qu'il y a effectivement des moyens, des leviers de pouvoir agir un petit peu, mais ils sont extrêmement limités. Ils sont extrêmement limités parce que les contextes nous façonnent d'une certaine partie et nous sommes en fait le fruit de toutes ces interactions entre tous ces contextes que nous avons vécus et que nous continuons de vivre. Notamment le fait d'avoir des cadres qui vont nous permettre de nous réaliser indépendamment ou pas, vont énormément influencer. C'est-à-dire que dans le développement personnel, par exemple, on vous fait souvent croire que vous êtes dans un cadre qui est pseudo-libre. C'est-à-dire qu'on vous fait croire que ce cadre est libre, on vous fait penser que c'est bon, vous êtes qui vous voulez au sein de ce cadre, vous vous réalisez comme vous le voulez,
Alors qu'en fait c'est faux. Factuellement, vous n'êtes pas du tout dans un cadre qui est libre, vous êtes dans un cadre qui est dirigé, qui vous fait croire à une liberté qui est totalement fausse, illusoire. Là c'est pas le cas, justement on essaye de parler du fait qu'on peut, autant que possible, et c'est très minime, créer des cadres dans lesquels on a vraiment de la liberté. Le problème c'est que ces cadres sont extrêmement limités parce qu'ils sont extrêmement, on va dire, pas contrôlés, mais entourés par tous les autres cadres dans lesquels on évolue, et qui sont des cadres qui en général ne sont pas vraiment très libres, justement. Le cadre de l'entreprise, le cadre de nos familles, le cadre de notre pays en général, etc. Et qui sont généralement, notamment encadrés par les institutions, etc., qui vont nous empêcher d'être libres. Bref, donc là, tout simplement, on a un petit paragraphe qui nous fait un petit rappel de ça, pour nous replacer quand même le contexte de donc où est-ce qu'on L'esprit triomphe du muscle. Bonjour Lex. L'esprit triomphe du muscle. Heureusement que j'ai les deux. Heureusement que j'ai les deux, exactement. Bienvenue Lex, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien en cette belle matinée. Tu arrives sur le tout début. Oui, j'ai littéralement enlevé le décompte, je suis apparu pour dire bonjour, et on a pris un raid de Marcel Duchemin avec 100 personnes. Donc je sais pas du tout combien est-ce qu'on est, parce que les chiffres me stressent un petit peu. Donc j'ai complètement coupé le fait de voir les chiffres, mais je présume qu'on doit toujours être nombreux. Donc du coup bienvenue, voilà, toujours, hein, encore une fois. J'espère que ça va bien Lex, aussi bien que possible. On attaque dans la lecture la justice transformatrice. Voilà, on est entre 1 et 100. Voilà, ça c'est bien, ça me semble pas mal comme chiffre. On est donc en train d'entamer une nouvelle partie. On va parler de justement la justice transformatrice, alors qu'avant on était sur la justice qui était la justice réparatrice, et qui avait un certain nombre de défauts parce que notamment elle se passait au sein des institutions policières. Et étonnamment, quand vous essayez de faire des trucs, on va dire positifs, avec des policiers, dans le cadre de l'institution policière, on remarque que ça marche pas. Parce que en fait la police a tout un tas de fonctionnements systémiques qui font que ça va pas vers du positif et qu'on retombe dans les mêmes travers habituels. On en a vu deux en gros. Vous avez le premier travers qui est que tout ce qui est les actions, on va dire positives de la justice réparatrice, sont complètement dévoyées parce que les policiers qui sont en place en fait sont toujours discriminants, ils sont toujours racistes, ils sont toujours sexistes, etc. Ou de l'autre côté, on se rend compte que les policiers qui viennent travailler sur ces thématiques-là de justice réparatrice sont en fait des policiers qui sont mis en dehors de la police, qui sont mis sur des services spécifiques, qui sont généralement, on va dire, pas forcément ostracisés, mais qui ont un éloignement certain, factuellement visible, entre eux, petit groupe qui s'occupe de la justice réparatrice, et le reste de la police, la grande majorité de la police, et qu'en plus de ça, généralement, les actions des seconds empêchent toutes les avancées et tous les points positifs des premiers. Donc voilà, on est vraiment sur la justice réparatrice, ça marche pas. Voilà. On a quand même de la marge de manœuvre dans un cadre rigide, le problème est de savoir quelle est cette marge, tout à fait. Donc là on passe sur la justice transformatrice qui normalement essaye de sortir de ce cadre là pour aller voir un petit peu comment est-ce qu'on peut faire autrement, et notamment potentiellement sans la police. On a vu dans Confrontation que l'environnement police était très problématique par son orientation contrôlée, dominante, voire parfois impersonnelle, et l'environnement par sa structure, notamment le benchmark, la hiérarchie forte, qui pouvait être dominé par des aspirations extrinsèques. A l'inverse, les personnes à aspiration intrinsèque, à orientation autonome, avaient beaucoup de mal avec l'autodétermination de leur métier. Parce que leurs valeurs éthiques, l'impartialité, la résolution des problèmes par le social plutôt que par la force, le respect des personnes, etc., étaient rejetées par la culture de l'institution. Cette domination du paradigme contrôlant était extrêmement préjudiciable pour la société en général, car en naissaient les dérives graves comme l'injustice, la violence, le racisme et même des meurtres. Voilà. Donc là on revient encore une fois sur le petit récap. Là on est en train de faire du lien en fait entre ce qu'on a lu juste avant, ce qu'on va lire et travailler là maintenant, et l'intérêt général du livre qui est de justement parler de quelles sont nos possibilités au sein de ces cadres qui sont des cadres donc dits contrôlants, autrement dit qui nous laissent très peu de marge de manœuvre, voire pas du tout. Et donc là on fait exactement ce que je vous disais avant, en fait on fait le point sur le fait que dans le cas de l'institution policière, on se rend compte que malheureusement, soit les tentatives de faire des trucs bien sont complètement bouffées par l'institution et le fonctionnement d'une majorité des gens au sein de ces institutions, qui sont donc contrôlants, autrement dit qui sont fermés, qui sont donc notamment dominés par des motivations qui sont extrinsèques, autrement dit qui ne leur appartiennent pas, des motivations qui peuvent être posées par exemple par des combats politiques, par exemple par des fonctionnements, on va dire, politicards, racistes, etc., et donc qui vont demander tout simplement à avoir une
un fonctionnement au sein de l'institution qui va être extrêmement violente et qui n'est pas forcément quelque chose qui répond aux envies réelles des personnes qui travaillent là-dedans, mais sauf que comme ils sont dans ces cadres-là, ces envies qui sont externes deviennent les leurs. Alors deviennent les leurs, oui et non, dans le sens où ils en font les leurs, ils les prennent comme étant les leurs, ils les font... ils les voient comme étant les leurs, mais en fait si on creuse un peu, on se rend compte que c'est pas forcément le cas. A contrario, on se rend compte que justement, les personnes qui sont au sein de la police, qui n'ont pas du tout ces volontés-là et qui sont vraiment plutôt contre tout ce qui est ce dogmatisme, etc., ces fonctionnements fermés, ils ont un gros problème justement parce que éthiquement ça ne va pas. Éthiquement au sein de ces structures-là, ils voient qu'il y a un décalage phénoménal entre ce qu'ils veulent, autrement dit plus de justice, etc., et ce que fait réellement et concrètement l'institution policière. Et donc on en vient à ce problème-là qui est que on ne sait pas, a priori, avec le soutien de la police, faire des choses mieux. Puisque systématiquement, la structure, telle qu'elle est faite, va dévoyer systématiquement toutes les tentatives, va dévoyer même les individus. Parce qu'on avait des témoignages de personnes qui vous disaient bien qu'en fait ils avaient rejoint la police pour essayer de faire des choses bien, sauf que il se passait en gros deux trucs. Soit ils finissaient par adopter justement les motivations de l'institution et donc à avoir des comportements à terme racistes, violents, sexistes, etc. Ou alors à contrario, ils ne rentraient pas dans les cadres externes, ils ne rentraient pas dans ces motivations externes que mettait en avant du coup l'institution policière, et à ce moment-là ils se faisaient ostraciser et ils prenaient des retours de bâton par l'institution qui tout simplement leur faisait comprendre qu'on ne veut pas d'eux. Alors comprendre, c'est dans le sens pas forcément, ça peut, mais pas forcément hiérarchiquement quelqu'un qui vient et qui te dit non, casse-toi parce que t'as pas les bonnes valeurs. Ça peut être par plein de petits trucs. Ça peut être juste le fait de sentir que vous n'êtes pas en raccord avec le reste de la structure, que vous êtes seul à trouver que c'est important de respecter les femmes, les LGBT, etc. Alors que le reste du commissariat on n'a rien à péter et vous fait bien comprendre que eux ils vont aller casser la gueule à des wokistes. Vous voyez, en gros ça va être ça aussi. C'est pas forcément un supérieur hiérarchique qui va venir vous dire non t'es pas raccord avec nous, casse-toi. Ça peut être tout simplement tout un tas de petits éléments au cours de la vie de tous les jours au sein de l'entreprise, enfin, du coup de la structure là, parce que c'est pas une entreprise, pardon, qui vont vous faire comprendre que vous n'êtes pas raccord. On continue. Puis on a vu qu'il était possible de changer de paradigme au système pénal, et que dans ce changement de paradigme que représente la justice restauratrice, la police a un tout autre cadre, dans toute autre possibilité et d'autres buts. Les délits pouvaient être réglés dans un cadre empuissantant les victimes, autrement dit, qui redonne justement du pouvoir aux victimes et qui leur permet de pouvoir justement prendre contrôle. Parce que ça c'est aussi un des problèmes, les victimes sont passives dans ce système-là. C'est-à-dire qu'elle subit et elle ne fait que subir. Et on se rendait compte notamment que l'institution policière n'avait rien à péter des victimes. En fait, au final, ce qui intéressait l'institution policière était purement de maintenir et de stabiliser l'institution policière et l'institution étatique. Mais au final, en fait, les victimes, qu'elles aient été lésées ou pas, il n'y en avait rien à péter. On s'en moquait royalement. Donc là déjà, avec la justice réparatrice, on voyait qu'on pouvait essayer de redonner un peu justement de contrôle aux victimes, qu'elles pouvaient un petit peu essayer de redevenir indépendantes, même dans ces situations-là. Responsabilisant les offenseurs, ça aussi c'était un point important, parce qu'on avait trop tendance, et on a toujours trop tendance avec la police, à tout simplement enlever la responsabilité aux offenseurs. On avait même une vision qui était assez infantilisante des offenseurs. On avait vraiment ce côté, ils peuvent pas choisir, ils peuvent pas savoir, presque ils sont trop bêtes, ils sont trop primitifs, etc. Parce qu'il y avait notamment les biais racistes qui venaient se rajouter, donc il y avait aussi ces visions-là qui venaient se mettre. Donc du coup là on a justement l'effet inverse, on essaye avec la justice réparatrice de remontrer que non, les offenseurs sont des individus au même titre que n'importe lequel. C'est pas parce qu'ils ont commis une offense qu'en fait ce sont pas des individus sentients qui ont toutes les capacités comme tout le monde en face en fait, bien au contraire. Et donc notamment les responsabilisant, leur faisant prendre conscience tout simplement de ce qu'ils ont fait, non pas en les réprimant comme le fait la justice actuellement, mais en leur montrant factuellement, regardez les conséquences de vos actes, regardez ce que ça a produit sur quelqu'un, leur faire échanger notamment avec les victimes, leur faire échanger avec les personnes qui sont touchées par leurs offenses, mais qui ne sont pas forcément directement la victime. Ça peut être des proches, etc., des proches à eux, des proches aux personnes en face, à qui ils ont justement fait un délit quelconque. On voyait que ça permet de se responsabiliser, et on voyait qu'une grande quantité de personnes en fait se rendaient compte parce qu'ils voyaient le vécu d'autrui. Ils voyaient le vécu d'autrui et ils voyaient les conséquences de ce qu'ils avaient fait sur le vécu d'autrui. Et du coup ça permettait justement de remettre en question. Bon, ça permettait aussi de se remarquer un truc, c'était que quand même de manière récurrente, beaucoup de vols, etc.,
ne sont pas forcément remis en question parce qu'en fait le problème est plus loin. Et le problème est notamment le monde capitaliste qui mettait les gens dans des situations intenables et qui font qu'ils en étaient amenés à voler. Et donc là, finalement, en fait, c'est très sympa et c'est très joli de dire regarde, t'as volé Jean-Michel, mais du coup, Jean-Michel il est pas bien. Bah oui, mais en fait, si Jean-Michel qui a volé à la base, enfin, du coup, pas Jean-Michel, du coup, on va l'appeler Jean-Billy. Si Jean-Billy à la base avait volé, en fait, c'est parce qu'il n'a pas de thune, parce qu'en fait, il est en train de crever, c'est parce qu'en fait, il vit dans une banlieue pourrie. Et donc là, finalement, responsabiliser l'offenseur, ça va pas changer grand-chose parce que, ok, il va voir qu'il a fait du mal à quelqu'un en face, très bien. Il est toujours en train de souffrir du fait qu'il est dans un cadre de vie qui est absolument dégueulasse parce qu'on a une société absolument dégueulasse. Donc ça aussi, ça à prendre en compte. Je continue, par des acteurs institutionnels ne devant pas dominer le processus, mais l'accompagner avec soin. L'autonomie est visée, rendant les manœuvres contrôlantes, obsolètes et problématiques. Autrement dit, ce paradigme était plus raccord au fait de vouloir faire émerger des orientations autonomes pour toutes les personnes, libérées des orientations contrôlées et impersonnelles. Et ce travail pouvait être réalisé sur la base d'un problème à régler que représente un délit ou un crime. On a découvert que la fonction de la police, de la justice, pouvait fonctionner autrement que via la punition, la répression, en visant davantage une résolution de problème et la prévention. Bonjour Jean-Mi, j'espère que tu vas bien. On était en train de parler d'un Jean-Michel, rassure-toi, ce n'était pas toi. Ce n'était pas toi Jean-Michel, tout va bien, tout va bien. J'espère que tu vas bien ce matin aussi bien que possible. Hop. ACAB, toujours ACAB, toujours. Tu rappelles les orientations autonomes et contrôlées rapidement? Alors les orientations autonomes, en gros, c'est justement le fait d'être un maximum conscient des décisions qu'on fait et essayer justement autant que possible dans ce cadre-là de ne pas non plus brimer l'autonomie des personnes en face. On essaye tout simplement d'avoir conscience de ce qu'on fait, de qui on est, de ce qu'on veut et d'aller vers là où on le souhaite autant que possible encore une fois et de ne pas non plus intervenir sur du coup les cadres d'autrui pour ne pas non plus bloquer l'autonomie d'autres personnes. Les personnes contrôlées, à contrario, sont des personnes où ce sont les cadres qui les amènent à faire des actions. Ce ne sont pas parce qu'ils ont une réflexion sur leur comportement, sur la direction qu'ils veulent prendre, etc. Pardon, j'ai eu un petit accent qui est revenu. Qu'ils vont réussir à aller là. Au contraire, c'est parce que le cadre leur dit tu veux ça et tu vas là, qu'ils vont là et qu'ils veulent ça. Donc la différence, en fait, c'est vraiment une question d'autonomie. De comment est-ce qu'on se positionne dans ces cadres-là. Est-ce que je vais là-bas parce que je veux aller là-bas ou est-ce que je vais là-bas parce qu'on m'a dit d'aller là-bas? En gros, pour faire très simple. Et bonjour Barbara, j'espère que tu vas bien. Coucou du lurk, et des bisous, même si t'es en lurk. Voilà, nous on fait des bisous comme ça, nous. Ouais. Je continue à rattraper. On a découvert, ça je l'avais lu. Cependant, on a vu aussi que le changement de paradigme n'est pas aisé, qu'il y a une culture du contrôle qui persiste, des dérives également. En France, actuellement, bien que le recours à la justice restauratrice soit possible, il n'est pas du tout étendu au point d'en faire une force positive de changement. Et au contraire, les signaux politiques vont vers un chemin de l'opposé des démarches visant l'empuissantement positif des personnes, mais davantage vers leur contrôle autoritaire, voire violent. On précise également que ce livre a quelques années. Il a quelque chose comme 2-3 ans, je pense, à peu près. Je pense que là, au moment où ça s'était écrit, ça devait être quelque chose comme 2020-2021, je saurais pas vous dire exactement. Bonjour Vulga, j'espère que tu vas bien. Un truc qui est un peu flippant, c'est que on voit que justement on est encore allé pire. Parce qu'il y a quelques années en arrière, très peu même, on était déjà sur une très mauvaise pente, mais un certain nombre de choses n'étaient pas arrivées. Aujourd'hui, on voit qu'on est vraiment en train de continuer à aller de plus en plus loin. Et un truc qui est important, et je pense que le livre le fait quand même relativement pas trop mal, c'est bien de montrer que, contrairement à ce que disent beaucoup de gens, et notamment ce que disent beaucoup de SOCDEM, ce que disent beaucoup de gens aussi de droite, il n'y a pas des dysfonctionnements au sein de la police, il n'y a pas des dysfonctionnements au sein des différentes institutions qui existent et qui sont répressives. Au contraire, elles ont pile poil le fonctionnement qui est attendu d'elles. Elles ont pile poil le fonctionnement pour lequel elles sont façonnées. Et c'est ça qui est justement le plus horrible, c'est qu'aujourd'hui vous avez beaucoup de gens qui veulent notamment, on va dire, réformer la police, etc., qui ont vraiment cette vision un petit peu, on va dire, naïve, parce qu'elle ne corrobore pas du tout avec le travail qui est fait quand même par un certain nombre de personnes qui étudient les fonctionnements de la police en général, des institutions policières. Elles n'ont pas des dysfonctionnements en fait. C'est pas, oh tiens, il y a tel groupe de policiers qui a tel fonctionnement qui est dysfonctionnel par rapport à la majorité de la police, et du coup, ah là là, c'est pas bien. Là, au contraire, c'est juste qu'on voit bien que si c'est pile poil le fonctionnement qui est attendu, vous pouvez essayer de radier
tous les bataillons de flics que vous voulez, vous ne changerez rien tant que vous n'allez pas enlever la police et la prison. Parce que c'est une institution, parce que c'est un fonctionnement, parce que c'est un système qui est répressif, et que parce qu'il est répressif, ne s'occupe pas en fait d'améliorer, on va dire réparer la société, les comportements, etc. Au contraire. Et parce qu'il est répressif, il n'est que d'autant plus susceptible, et c'est un constat, il l'est, que de développer tout ce qui va être la hiérarchisation. Et donc si on développe la hiérarchisation, développer des gens qui sont plus, des gens qui sont moins, des gens qui valent plus, des gens qui valent moins. Et étonnamment, qu'est-ce que ça sollicite ce genre de point? Et bien ça sollicite toutes les idées qui sont très raccord avec ce qu'on appelle l'extrême droite. Et donc du coup ça va développer tout ce qui va être le fait d'être par exemple, par hasard, raciste, LGBTophobe, qui va être sexiste, etc. 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 Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui, c'est ce qu'on voit, ça fait des années et des années qu'on travaille sur ces questions-là, ça fait des années et des années qu'on dit que ça marche comme ça. On nous dit non, c'est des dysfonctionnements, et pourtant on constate encore et encore que c'est des problèmes qui arrivent partout. Et c'est pour ça que ce ne sont pas des problèmes, parce que justement ils arrivent partout. À partir du moment où on constate que c'est un fonctionnement qui est réparé de manière systémique partout dans l'institution, il faut bien comprendre que c'est pas un problème. Parce qu'un problème, ça sous-entend que c'est pas prévu, que c'est pas normal. Là, c'est pas le cas. C'est prévu, c'est normal. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est partout. Ce fonctionnement-là, de hiérarchiser, d'être raciste, d'être sexiste, etc. Parce que justement, c'est ce qui est attendu par le système. C'est ce à quoi pousse ce système. Donc au contraire, il est particulièrement fonctionnel. La police, en tant qu'outil répressif, discriminant, est parfaitement fonctionnel. C'est ce qui est attendu de l'institution policière, du fait même de comment est constituée la police, et de comment est constituée l'institution policière, et de comment est constituée notre vision également, justement répressive des délits, etc. Je file en intervention. Bon live à tous. Des bisous Sad, merci beaucoup d'avoir été là en tout cas jusqu'à présent, et passe une excellente fin de journée. Sauf qu'avant les gens faisaient semblant devant les blancs. Oui, je présume aussi qu'il y avait de ça. Fut une époque, il y avait suffisamment, on va dire, de privilèges accordés à une grande majorité de personnes blanches, probablement, et plutôt d'hommes, pour qu'on ne le voit pas. Il y avait suffisamment de paroles qui étaient silenciées également, au niveau de tout ce qui était les femmes, pour qu'on ne l'entende pas. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas, à mon avis, et parce que notamment c'est ce que montre depuis très longtemps aussi un certain nombre d'études, les abus, encore une fois, sont divers et variés et sont présents depuis longtemps. Le sexisme au sein de nos sociétés n'est pas quelque chose qui apparaît du jour au lendemain. C'est juste que du jour au lendemain, on a commencé à l'entendre. C'est plutôt ça. En tout cas, c'est ce que me laisse, on va dire, comme retour un certain nombre de personnes qui s'expriment sur la question. Et là, quand je dis ça, je pense particulièrement aux hommes blancs cis qui d'un coup arrivent en disant « Oh là là, incroyable en fait, il se trouve que on est dans une société patriarcale et c'est pas bien. En fait, on fait du mal aux femmes et tout ça. » Ils ont l'air de le découvrir du jour au lendemain, alors qu'en fait, ça fait très longtemps que ces vécus-là sont partagés, sont échangés. C'est juste qu'ils sont silenciés, parce qu'une grande majorité des outils, une grande majorité des avantages sont à destination, et l'ont été pendant très longtemps, uniquement aux hommes blancs cis, plutôt friqués. Aujourd'hui, ça commence un petit peu à changer, un tout petit peu, parce que notamment, nous avons accès à des outils. Nous avons accès à beaucoup plus d'outils, notamment par les réseaux sociaux, qui nous permettent d'échanger, et du coup d'échanger tous ces vécus, et de construire du coup aussi une réponse, et du coup de pouvoir permettre à un discours alternatif, en dehors des cadres, on va dire, classiques, des outils classiques qu'on a, de se faire entendre et de relayer ces paroles-là. Donc en vrai, je pense que c'est pas vraiment que les gens faisaient semblant, je pense plutôt que avant c'était pas visible, parce qu'on n'avait pas suffisamment d'outils pour observer à quel point c'était partout pareil. Après, c'est sûr qu'en termes de violence pure, je pense que la police actuelle, mais peut-être que je me trompe parce que je ne suis pas spécialiste sur la question, je pense que la violence actuelle des répressions policières a fait quand même un gros level up. Je pense que quand même on a une belle montée là-dessus, depuis quand même une bonne décennie, voire peut-être un petit peu plus, peut-être 15 ans. Je pense que c'est plutôt le cas. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a justement, par le fait qu'il y ait ces outils-là qui se développent et qui permettent d'entendre d'autres voix, une réaction plus violente. Ouais, je pensais notamment avec la loi travail, effectivement. Et je pense que même Sarkozy avait commencé à mettre des trucs un peu plus vénères, qu'on n'a pas forcément vu tant que ça, parce qu'ils n'ont pas forcément été tant relayés que ça. Mais il y a quand même des moments où ça a extrêmement pété violemment à plein d'endroits et qu'on n'en a pas forcément parlé. Parce qu'une manif n'est pas toutes les manifs. Il y a ça aussi. Et je pense que beaucoup de manifs ont peut-être été relayés pendant des années
où on n'a pas trop montré certains trucs, et à contrario, il y a peut-être des manifs qui n'ont pas du tout été relayés alors qu'il se passait des trucs assez graves. Je pense que ça aussi, ça peut jouer. La rétention d'informations, la propagande est quelque chose qui n'est pas, pareil, très nouveau. C'est quelque chose que l'État fait depuis très longtemps, et c'est relativement logique, parce qu'il essaie de se maintenir. L'État est là pour se maintenir, lui, avant de s'occuper du reste. Donc en vrai, quand on voit notamment à quel point ça marche bien, on va dire, ça existe depuis toujours, il y a peu de chances, on va dire, que vraiment on ait toujours eu toutes les infos exactement sur ce qui se passe et où, ça m'étonnerait très fortement. Même aujourd'hui, on a une ère quand même d'accès aux informations et aux réseaux sociaux et aux échanges entre différents milieux militants, etc. On est très très loin d'avoir accès à toutes les infos, bien au contraire. Alors à une époque, il y a 10-15 ans, où les réseaux étaient beaucoup moins développés et où on passait plus par des organismes, on va dire, classiques, ne serait-ce que par des biais, on pouvait totalement mettre sous silence certains événements, certains points qui pourtant auraient mérité d'être entendus, d'être partagés. Parce qu'encore une fois, il ne faut pas y voir que, on va dire, une volonté, bien au contraire, il y a tout à fait aussi simplement le biais. C'est-à-dire quelqu'un qui va être dans un certain paradigme, dans une certaine vision des choses, et qui du fait même d'être dans cette vision-là, ne va pas voir tout un tas de choses qui se passent à côté. Et là, je pense particulièrement à tout un tas de personnes qui ont probablement totalement passé sous silence tout un tas d'idées par rapport au racisme, etc. parce qu'ils étaient dans un paradigme dans lequel ils ne le voyaient pas. Ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas d'action raciste, bien au contraire. Même c'est un racisme qui était latent et qui était présent et qui fait qu'on a totalement silencié tout un tas de personnes qui étaient racisées. Mais ils ne le faisaient pas avec la volonté forcément d'invisibiliser les racisés. C'est juste qu'ils ne les voyaient pas. Ce qui montre à quel point d'ailleurs c'est raciste, encore une fois. Mais c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte. Juste que c'est à partir. Alors je retarde pas. Le level up est arrivé avec la loi travail, mon père et ses 20 ans de manif. Juste que c'est à partir de ce moment-là où la police a commencé à attaquer le cortège syndical qui était considéré comme sacré. Pareil, je pense que ça doit dépendre. Je pense que tous les cortèges syndicaux ne sont pas les mêmes parce qu'on a des traces quand même, on a des témoignages de certains partis radicaux où on voit que la police n'hésitait pas à les défoncer à plein de moments et depuis des décennies en fait, pas spécialement depuis la loi travail. Par contre, pas tous les syndicats. Ça, c'est autre chose. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on a une proportion de la police et des pouvoirs répressifs à s'attaquer à tout le monde qui n'est pas d'accord avec eux. Ça, c'est vrai. Je pense qu'effectivement, il y a un gros step-up. Est-ce que ça date vraiment de la loi travail? Encore une fois, je ne saurais pas le dire. C'est probable parce que moi, notamment, je sors de retour là. Mais moi, je suis une personne blanche plutôt privilégiée. Du coup, partant de là, j'ai tout un tas de biais, j'ai tout un tas de situations où je n'ai pas vu, où je ne pouvais pas voir parce que je ne m'y intéressais pas, parce que je n'étais pas là, parce que c'était pas mon milieu, parce que plein d'autres choses en fait. Encore une fois, on est des personnes qui évoluent dans différents cadres qui s'entrecroisent, mais qui ne sont pas les mêmes d'une personne à l'autre et qui font que tout simplement, malheureusement, on a des biais, même si on essaye autant que possible de les réduire et que c'est ce qu'il faut faire, en tout cas à mon sens, on ne peut pas être parfait et on ne le sera jamais. Ça ne veut pas dire que ça nous dédouane, très loin de là, de tout ce qu'on a pu faire qui était mauvais, mais il faut bien prendre conscience que on est faillible et on va continuer à l'être. Il faut continuer à essayer de s'améliorer, il faut continuer d'essayer de justement prendre un maximum en compte les autres, d'essayer de construire un futur plus agréable pour une grande majorité, en tout cas c'est ma conviction, mais ça ne nous empêchera pas, encore une fois, de continuer à se planter, à faire des conneries. Et ce qu'il faut surtout, c'est écouter les autres en fait. Je pense que c'est le point le plus principal, c'est qu'il faut absolument essayer de développer cette capacité à écouter autrui. Ce qu'on ne fait pas, très, très largement, on n'est pas poussé à ça dans nos sociétés, et c'est un gros problème. Ça induit à la vision de ce qu'est une culture que la droite n'aime pas. Car oui, il y a des cultures et elles évoluent et induisent une intégration de biais, de comportements légitimisés par des cultures ou sous-cultures. Il y a 15 ans, le syndicat le plus représenté chez les CRS était la CGT et ça compte. Ouais, complètement. Et bonjour Guarius et bienvenue à toi. L'alerte est toujours vénère. L'alerte est toujours vénère. Je continue à lire. Les quêtes que nous avons proposées jusqu'à présent ont pour point commun de ne pas attendre des dirigeants, des chefs, des institutions, des environnements sociaux qu'ils changent de point de vue, mais proviennent directement de l'action de n'importe quel acteur, avec ou sans pouvoir lié à un statut particulier, selon un autre paradigme, en créant, en changeant, en lançant l'alerte, en désobéissant. Ici, on va voir sans doute la plus forte radicalité de l'ouvrage, dans le sens où les personnes ont décidé de mettre en place des formes de justice sans faire appel à un système pénal, sans la police, car ils sont pour eux une menace, et parce qu'ils sont pour la plupart abolitionnistes. Ce n'est pas tant leurs idées politiques, qui sont plutôt libertaires, qui vont nous intéresser que la façon dont ils œuvrent concrètement à faire structure différente du modèle habituel, à partir de rien.
et œuvrent d'emblée à ce qu'ils souhaitent voir advenir à un niveau plus intense. Je bois un coup et je continue. Ah. La différence entre justice transformatrice et justice réparatrice. Howard Zehr résume le débat sur les différences entre justice transformatrice et justice réparatrice. Pour lui, il y aurait 4 points de vue chez les chercheurs. Le premier étant que la justice réparatrice et la justice transformatrice sont deux choses radicalement différentes. Le deuxième, que le processus de restauration porte en fait intrinsèquement la notion de transformation, qu'elle soit personnelle ou interpersonnelle, voire sociale. Le troisième, que la justice réparatrice est en fait placée sur un continuum juste après la justice rétributive et juste avant celle transformatrice. Et le quatrième point de vue serait qu'au fond, justice réparatrice et justice transformatrice seraient la même chose. Il espérait que la proposition 4 soit la plus vraie, mais dans les faits, ce n'est pas le cas. La justice réparatrice n'est pas encore assez transformatrice, car si elle, certes, elle provoque effectivement des prises de conscience sociales, il n'y a pas encore de transformation sociale à proprement parler. Au fond, la différence entre les multiples approches de justice peut se saisir à partir des questions que l'on peut se poser face à un crime, et que l'on peut résumer ainsi. Tableau, page suivante. Donc nous avons un tableau qui est ici, on va aller s'arrêter dessus un petit peu après. On voit bien que justice réparatrice et justice transformatrice peuvent bien fonctionner ensemble, même si la perspective est différente. Elles peuvent se compléter, s'opposer intrinsèquement à la vision propre à la justice rétributive. La justice rétributive, c'est la punitive en gros. C'est celle qui va... rétribution, c'est la vengeance. C'est en gros, t'as fait un truc, je vais t'en mettre une aussi. Voilà. Tu m'as mis un coup, je te mets un coup. Concrètement, c'est ça. On va vraiment simplifier là-dessus. Mais c'est l'idée que si tu as fait une connerie, tu dois subir une connerie. Là où sur la justice du coup réparatrice, tu as fait une connerie, tu dois la réparer, tu dois essayer de ramener, on va dire, à un niveau équilibré les choses, mais en ne sortant pas du cadre de l'institution policière, etc., etc. La justice transformatrice, c'est il s'est passé une connerie, on va essayer de comprendre le pourquoi et de s'assurer que ça ne revienne pas et réparer les causes, etc. En gros. Je résume très grossièrement, hein, mais vous allez voir au fur et à mesure. Ça me permet de vous remettre en avant par un petit SO quelqu'un qui travaille énormément toutes ces questions-là et qui parle notamment du coup de tout ce qui est abolition, etc. C'est Anti-Patriarcam. Normalement, je l'ai bien écrit. Patriarcam. Ok. Est-ce que ça a marché le SO? Oui, parfait. J'ai bien écrit le pseudo. Cette personne produit du contenu justement militant sur tout ce qui est la justice réparatrice, la justice transformatrice, l'abolitionnisme pénal, etc. Le contenu est vraiment ultra pertinent. Alors le dernier stream a priori c'était sur les Sims et du coup c'est pas tout à fait ça, mais très largement sur cette chaîne vous aurez de la lecture, vous aurez du coup des échanges, des débats, etc. sur toutes ces thématiques là et elles sont bien plus travaillées que chez moi puisque moi je ne suis absolument pas spécialisé sur ces questions là. Moi je ne fais qu'un récap là dans un livre et j'échange avec les notions que je connais en sciences humaines et sociales, mais effectivement pour le coup Anti-P va beaucoup plus travailler ces questions là parce que Anti-P va vraiment être un peu spécialisé sur ça. Effectivement il y a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Anti-Patriarcam aussi, de tête, et où vous avez un certain nombre de formats vidéo qui revient sur tout un tas de questions, pas que la justice réparatrice, justice transformatrice et l'abolitionnisme, 2-3 autres trucs aussi, mais encore une fois c'est quand même beaucoup les thématiques qui sont travaillées sur cette chaîne là, et encore une fois qui sont extrêmement pertinentes. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller mettre un follow, à aller chercher sur YouTube. Je continue. Pour les chercheurs et les militants de la justice transformatrice, la justice réparatrice, en s'institutionnalisant, a pu perdre de vue les causes premières, voire se calquer sur le modèle punitif rétributif de la justice habituelle. Par exemple, Russ Morris parle d'un juge qui, avant le processus de médiation, avait hâte de faire payer l'offenseur pour ses délits. Il est reproché à la justice réparatrice une vue courte, trop centrée sur le présent, de ne pas voir les problématiques vastes, comme la discrimination, les oppressions, les problèmes sociaux distaux, politiques, et donc de ne pas en tenir compte aussi pour comprendre le délit et y répondre. Et là notamment on revient sur un des problèmes qui avait été montré dans la partie d'avant, sur la justice donc réparatrice, où en fait il y avait quelqu'un qui avait commis un vol dans un magasin. Le truc c'est que
quand tu viens confronter du coup l'offenseur, donc la personne qui a commis le vol au magasin, avec la personne qui a été victime, qui a été offensée, donc en l'occurrence un des membres du magasin, bah les deux étaient un peu en mode qu'est-ce qu'on fait là, parce qu'en fait un peu osef. D'un côté parce que le travailleur du magasin, la travailleuse en fait en a rien à foutre, elle est en mode enfin oui ok t'as volé dans le magasin c'est pas bien mais finalement c'est un magasin quoi, enfin voilà à un moment donné est-ce que c'est vraiment les plus à plaindre le fait de voler dans un magasin un truc de bouffe, vous voyez c'est voilà. Et de l'autre côté au niveau de l'offenseur, donc la personne qui avait commis le délit, bah elle a volé dans un magasin et donc la personne qui est en face d'elle c'est pas la personne à qui appartient le magasin, c'est un des travailleuses. Donc du coup, un peu osef. Et le pourquoi est-ce que tu as volé de la bouffe dans un magasin, est-ce que c'est juste parce que tu es une personne qui adore voler des choses parce que voilà bah non en fait, généralement c'est parce qu'on se rend compte qu'il y a tout un tas de problèmes sociaux derrière. Et qu'est-ce que fait la justice du coup réparatrice à ce moment-là? Et bah elle fait code, elle ne fait rien. Donc il y a des problèmes sociaux qui existent, il y a des problèmes de fonctionnement systémique qui existent et qui amènent à ces délits. Et en fait la justice réparatrice ne va apporter absolument aucune réponse, ne va permettre rien du tout. Parce que la justice réparatrice n'est pas là pour justement essayer de comprendre les tenants et aboutissants pour les empêcher. Elle est juste là pour dire, toi t'as subi un tort, tu dois avoir une récompense, tu dois être remis, on va dire équilibré. Tu dois avoir quelque chose qui vient enlever, réparer l'offense. Point. Mais du coup ça ne change pas le problème qui est de pourquoi est-ce qu'il y a eu une offense à la base. Pourquoi est-ce que l'offense existe? Bah ça c'est ce qu'essaye de travailler notamment la justice transformatrice. La justice transformatrice essaye de comprendre qu'est-ce qui a amené à avoir là une offense. Et du coup si on comprend le pourquoi il y a une offense, potentiellement régler ce problème là, ce qui empêchera sur le long terme de nouveau d'avoir ce genre tout simplement d'offense. Donc là effectivement c'est ce qui est dit et ça se comprend. Elle reproche notamment le mot réparateur qui induit chez les victimes le fait que le passé puisse être rétabli comme avant. Or ce n'est pas le cas, avec certains traumatismes qui laissent des traces irrémédiables, et il est plus sensé d'espérer pour eux une transformation. Le monde ne peut pas être rétabli comme avant, la douleur est là, la transformation est une construction nouvelle qui prend en compte ces deux faits tels qu'ils le sont. En fait j'ai l'impression que la justice réparatrice se confond avec la justice civile qui a vocation à réparer le préjudice par la victime, avec des dommages et intérêts ou toute mesure pour cesser le trouble, alors que le volet pénal a vocation à punir. Après j'en conviens, la distinction justice civile et pénale que j'ai faite est très schématique. Oui, il y a un peu de ça, et je pense que c'est aussi ce qui est reproché par les gens qui, comme moi, sont abolitionnistes et sont plutôt du côté de la justice transformatrice. C'est que, en se rapprochant des institutions, le problème c'est que tu viens te coller aux institutions et au fonctionnement de l'institution, et du coup ça part pas très bien. Justement j'ai peur qu'on fasse de la justice réparatrice bancale en continuant dans le capitalisme et que ça finisse en humiliation publique. Probablement, effectivement, et c'est un des problèmes de la justice réparatrice, c'est qu'en fait, encore une fois, elle ne marche pas. Elle ne marche pas, et on l'a vu justement sur les lectures de la semaine dernière, c'est que vous avez des témoignages très clairs, nets et précis, où on voit que les personnes qui ont commis un délit se font humilier par la police, par leurs parents, voire même par les victimes en face. Et qu'en fait ça n'amène à rien, au contraire ça n'amène qu'à du mauvais. Parce qu'on reste dans un fonctionnement qui n'est pas fonctionnel justement, qui ne va pas réparer. Notamment pour là ce qui vient d'être dit, et c'est vrai que ça j'y avais pas pensé, sur le fait que tu ne peux pas réparer dans le sens où ce qui est fait est fait. Tu peux transformer, tu peux faire avec, tu peux aller vers une amélioration, ça oui, mais tu pourras pas réparer, tu pourras pas rétablir et revenir à l'état initial, puisque c'est fait. Tu as un vécu rattaché à ça qui restera. Et potentiellement, dans certains cas, malheureusement, des traumatismes qui peuvent être très, très douloureux et rester irrémédiablement accrochés à toi et qui te changeront, et qui vont te façonner aussi. Donc c'est vrai que la justice réparatrice, pour plusieurs trucs, elle ne colle pas. Parce que déjà, on est dans un cadre qui ne va pas. Mais encore une fois, la justice transformatrice, elle, son idée, c'est de sortir de ce cadre-là, c'est de dire, ok, on va y aller radicalement un petit peu plus dedans. Le problème, c'est le monde capitaliste. Le problème, c'est tel truc. Le problème, c'est tout ça. Et on va retravailler tout ça. On va essayer de transformer tout ça. Et encore une fois, c'est quelque chose à prendre en compte. Parce que justement, c'est pertinent de remettre tout ça en question. Parce que si on reste dans le monde capitaliste a malheureusement tout un tas de fonctionnements qui sont extrêmement compatibles avec notamment tout ce qui est le fascisme. Pourquoi? Parce que le capitalisme consiste à capitaliser. Oui, je sais, je vous apprends des choses incroyables. Sur cette chaîne, vous apprenez des choses tous les jours. Vraiment. Oui. Capitaliser, ça veut dire centrer, centraliser auprès de toi, individu. Et du coup, ça sous-entend que les autres non. En tout cas, le prendre aux autres ou empêcher les autres de l'avoir puisque tu l'as. De fait,
Ça va donc forcément créer des tensions, ça va forcément créer des jeux de pouvoir, et donc forcément des relations de domination, de personnes qui vont être dominées, de personnes qui vont dominer. Derrière, qu'est-ce qui va forcément mécaniquement se mettre en place? Incroyablement, des hiérarchisations. Et donc du coup, qu'est-ce qui va être extrêmement compatible avec ce mode de fonctionnement qu'est la société capitaliste? Ce sont les modes de fonctionnement justement oppressifs comme les autoritarismes. Et donc dans les autoritarismes, on a notamment le fascisme, où bah du coup on est, je pense, tous à peu près d'accord pour dire que c'est de la merde, faut pas le faire. Donc effectivement, tant qu'on va rester avec un modèle de société qui est capitaliste, quoi qu'on fasse, on va finir par se retrouver avec des trucs dévoyés. Parce que si on sort pas de ce paradigme-là, on va rester toujours en fait avec une idée là dans le fond qu'on va peut-être pas consciemment voir et que beaucoup de gens ne voient pas consciemment, qui est que tous les individus ne valent pas la même chose. Que on peut et qu'on doit dominer les autres, qu'on doit tirer notre épingle du jeu, etc. C'est une injustice pour moi, ça. Oui. C'était Donc, vraiment de une fait, injustice, quoi. Il faut tout cramer. Voilà, je vais le redire un peu net, précis, hein, au cas où vous en doutez. Pour ceux qui sont arrivés avec le raid tout à l'heure avec Marcel, normalement vous avez entendu une petite musique fort sympathique. Tout cramer les bourgeois et les fachos. Voilà, c'est important. Tout cramer. On met à plat tout ça, on crame le monde capitaliste, on n'en a pas besoin. C'est en train de tout détruire, c'est en train de nous détruire. Ça permet de faire surtout du fascisme et des trucs dégueulasses du même genre. On n'en a pas besoin. Faut qu'on passe à autre chose. Parce que de toute façon, quoi qu'on fasse, ça sera dévoyé systématiquement. Voilà. Tout cramer ou partir refaire ailleurs. Bah, le problème, c'est que si tu pars refaire ailleurs, tu vas te retrouver dans la même situation qu'on a déjà à l'heure actuelle. Parce que vous avez tout un tas de petites enclaves qui existent, hein, qui essaient de sortir de ces fonctionnements-là. Le problème, c'est que le monde capitaliste n'accepte pas qu'on fasse différemment. C'est pour ça notamment que toutes les tentatives de faire en dehors du monde capitaliste se font bouffer, attaquer et généralement détruire par le monde capitaliste. C'est pour ça que vous avez aussi peu de structures, on va dire pérennes dans le temps, qui sont en dehors des sociétés capitalistes. Parce que la société capitaliste ne tolère pas l'existence de l'altérité. Elle ne tolère pas l'existence de quelque chose qui n'est pas elle et qui est différente. Parce que le simple fait qu'il y ait quelque chose qui fonctionne et qui ne soit pas elle remettrait en question son fonctionnement. Parce que justement la société capitaliste est censée être hégémonique et elle est censée vous dire que elle est la meilleure, en tout cas la moins mauvaise des fonctionnements. C'est quelque chose qui ressort très régulièrement. Moi je sais que j'ai beaucoup d'échanges, enfin j'avais beaucoup d'échanges parce que j'ai beaucoup moins aujourd'hui pour me protéger. Avec notamment ma famille et je pense notamment à mon père qui me sort systématiquement que il n'y a pas de meilleur modèle parce qu'en fait c'est le moins pire. Et le truc c'est que tu te rends compte que avec ce modèle là ça ne marche pas en fait parce que c'est faux, c'est pas le moins mauvais, non, c'est surtout que c'est un modèle qui ne permet pas aux autres d'exister, qui les attaque sciemment. On l'a vu au cours de l'histoire, je vous remets notamment en avant une chaîne sur laquelle on avait fait du React il y a quelques temps, alors il y a quelques temps, il y a 6 mois au moins, qui est Oui d'accord qui retrace notamment les travers du capitalisme et qu'est-ce que fait le capitalisme dans le monde. Et notamment on avait regardé les vidéos sur ce qui s'était passé quand on avait eu des révolutions incroyables au sein de tout ce qui était les pays de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud, qui étaient sortis, qui essayaient de sortir un maximum justement du monde capitaliste, qui avait eu notamment des révolutions de gauche, des révolutions anarchistes. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'il y a un pays, un petit pays, un truc que vous connaissez quasiment pas, on n'entend jamais parler de ce pays, les États-Unis. Les États-Unis qui viennent, qui font un blocus, qui affament les populations, qui envoient des milices, qui payent des milices sur le terrain d'extrême droite et qui massacrent tous les gens qu'ils peuvent rencontrer qui pensent pas comme eux ou qui veulent pas accepter leur vision du monde. Et qui ont présenté ça comme étant la libération du peuple. Voilà, ça c'est ce qui se passe quand vous essayez de sortir du capitalisme, malheureusement, à l'heure actuelle. Vous aurez toujours un prédateur capitaliste qui viendra et qui essaiera de vous buter. En l'occurrence, en général, les pays occidentaux. Voilà, pays occidentaux, donc tout ce qui va être les pays européens et tout ce qui va être notamment le Japon, un peu moins, mais encore, et les États-Unis, beaucoup. Donc du coup, on peut pas juste se contenter de sortir, partir faire ailleurs. Malheureusement, on ne peut pas, parce que ça a été tenté plein de fois et que ça ne fonctionne pas. Et alors, en plus de ça, même en faisant des petites communautés qui essaient d'être pas trop visibles, on se fait attaquer là-dessus. Vous l'avez de plein de manières différentes. Par exemple, si vous prenez la France, concrètement la France, vous avez des enclaves qui existent, des petits hameaux, pas très nombreux, hein, quelques familles, quelques personnes qui se réunissent pour essayer de sortir de ce cadre-là, etc. Sauf qu'ils se retrouvent sur le territoire français,
et que du coup, de fait, vous avez tous les territoires qui appartiennent de près ou de loin à un pays, qui du coup vient vous appliquer ses lois, envers et contre tout. Et notamment, vous n'avez pas le droit, dans certains endroits, de vivre dans des yourtes ou dans des constructions nomades. C'est interdit, point. Voilà. Et ça a été le cas il y a quelques années, où il y avait justement une famille qui vivait dans des structures qui étaient nomades, et en fait, la mairie les a fait détruire par les flics, sous prétexte qu'ils n'ont pas le droit. Pourtant, il y avait tout dedans. Il y avait de tout dedans. Il y avait de l'eau, il y avait l'électricité, etc. Juste globalement, c'était pas une habitation en briques, en agglo comme on a classiquement. Et le maire n'a pas accepté. Le maire a pu le faire détruire, la yourte qui avait été posée par une famille. Alors que c'était sur le terrain de la famille, en plus, je précise au passage. On a aussi effectivement toutes les politiques qui sont anti-gens du voyage, qui en prennent mais plein l'os. On a quand même beaucoup de gens qui sont des peuples, des sociétés, des cultures nomades, y compris en France. Je sais pas si vous avez vu comment est-ce qu'on les traite. On les ségrègue, on leur colle une image, notamment de voleurs, de violents, de criminels, etc., etc., etc. Et alors que c'est juste des gens comme vous et moi. Juste, ils ne vivent pas dans des maisons en agglo, point. Enfin voilà, il y en a plein des trucs comme ça qui sont montrés et encore une fois qui montrent qu'on ne peut pas sortir des fonctionnements qui sont prévus dans le monde capitaliste par le monde capitaliste parce que le monde capitaliste vient t'attaquer, vient te détruire si tu essayes de le faire. T'as pas le droit d'avoir une tente sur ton propre terrain. Alors c'est pas pareil, tu peux avoir une tente si c'est temporaire. Ça oui. Mais par contre, si tu veux faire une tente pour une habitation pérenne, s'entend, pas juste dormir de nuit, là il te faut une autorisation, selon notamment la communauté où tu es, il te faut une autorisation et il faut que ça soit accordé. Et notamment dans le cas là que je pensais, c'est une yourte qui avait été installée, encore une fois reliée avec l'électricité, eau, etc. Comme dans une vraie maison, sauf que c'est une yourte, c'est un habitat léger. Et en fait on l'a totalement bloqué et on l'a cramé en leur disant non, allez vous faire foutre, point. Malheureusement, c'est le caractère injuste de la législation en urbanisme. Si tu ne respectes pas les dispositions du plan local d'urbanisme et que tu t'installes sans autorisation, ça conduit à des drames. Mais c'est plus facile de dégager que de leur proposer une alternative viable. Tout à fait, je suis d'accord là-dessus. Après, ça change rien parce que le problème aussi, c'est pourquoi est-ce qu'on a des plans locaux d'urbanisme. Parce qu'on a une vision hégémonique de qu'est-ce qui est censé être une habitation. Qu'est-ce qui est censé être la vie en ville, etc. Ce que je trouve extrêmement discutable. Énormément de gens vivent en dehors de ces cadres-là. Et en fait, on ne leur autorise pas, on ne leur permet pas. Donc je trouve toujours ça un peu simple. Après, c'est normal, hein, vu le gars droit, surtout vu le contenu que tu produis. Je trouve toujours ça un peu mauvais, sans bien sûr considérer que tu es mauvais, hein, c'est pas le cas. Je trouve toujours ça un peu mauvais de dire juste, c'est le cadre de la loi, quoi, en gros. Oui, c'est le cadre de la loi. Le problème, c'est que la loi est pensée, elle est conçue par un certain nombre de personnes, généralement une élite, qui a une vision de sa culture et de ses codes sociaux comme étant la bonne. Et qui du coup l'impose aussi. Ce que beaucoup de gens suivent, sans trop te poser de questions, en effet. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faudrait remettre en question. Et notamment quand vous voulez construire un peu une société un peu plus idéale, je pense que le minimum, c'est d'écouter les uns et les autres. Est-ce que c'est vraiment pertinent de dire non, t'as pas le droit de vivre dans une yourte sur un terrain qui certes appartient à une communauté où ils ont fait un plan machin truc, où il faut des belles maisons en agglo, ce que tu veux, alors que littéralement, et là pour le cas où je pense, c'était une yourte qui était complètement dans un terrain paumé au fin fond de la commune, dans un terrain boisé. Tu vois, c'est bon, voilà. Après, c'est à la gauche de prendre le pouvoir et de faire évoluer la législation pour qu'elle soit plus inclusive. Je vais reformuler. Je pense que on ne peut pas réformer. Parce que si tu veux rester sur le cadre législatif, tu auras toujours des billets, systématiquement. À l'heure actuelle, si tu restes dans le système qui est le système actuel, avoir la gauche au pouvoir, déjà, c'est trop lolo. Ça n'arrivera pas parce que c'est pas fait pour. Voilà, on soit d'accord, ce n'est absolument pas fait pour. Si tu essayes de réformer, admettons que la gauche, ou au moins une partie de la gauche, arrive à être élue et à être au pouvoir. S'ils essayent de réformer, le problème c'est qu'ils vont forcément essayer de modifier, de faire évoluer la législation par rapport à leur vision à eux, qui peut être une vision certes de gauche, mais pas forcément non plus une vision de, d'ouverture. Parce que si on prend notamment un gros parti de gauche, je suis gentil, je vais le qualifier de gauche, la LFI. La LFI a un fonctionnement qui est extrêmement délétère sur beaucoup de choses. J'ai voté LFI, qu'on soit d'accord, parce que pour moi c'était un des partis qui avait le plus de probabilité à gauche ou similé à gauche de passer.
Et on a vu qu'on est passé pas si loin que ça. Pour autant, c'est un parti qui a un fonctionnement qui est extrêmement autoritariste, qui est extrêmement vertical, pardon, justement pas horizontal. C'est un parti qui est extrêmement en fait discutable au niveau de beaucoup de ses fonctionnements, beaucoup de ses prises de position, qui est notamment validiste, etc. Donc de fait, même s'ils sont bien plus à gauche clairement que beaucoup d'autres, on n'est pas non plus dans des gens qui ont une probabilité d'être élus qui changeraient les choses en fait. Parce qu'une fois au pouvoir, ils vont changer des choses, d'accord, mais pour remettre d'autres problèmes en fait, qui sont inhérents à leur fonctionnement de parti, etc. Donc c'est pour ça aussi que je ne crois pas au fait que on va pouvoir par le système actuel changer le système actuel. C'est pour ça que je dis qu'il faut tout cramer. Parce qu'on ne pourra pas en fait faire évoluer la législation. Il faut la mettre à plat, il faut la dérouiller complètement, faire sauter le gouvernement, faire sauter les institutions telles qu'elles sont et reconstruire à partir du local, notamment, reconstruire à partir des échanges en commun, les uns avec les autres, reconstruire du lien social entre toutes les personnes qui existent et qu'il faudrait que les gens vraiment se rendent compte à quel point c'est absurde. Et notamment, mais là c'est mon côté idéaliste, il faudrait le faire d'un point de vue mondial, il faudrait arrêter de foutre à chaque fois des intérêts notamment de pays et compagnie, alors que la seule chose que ça permet de faire, c'est encore une fois de rentrer dans des fonctionnements autoritaristes, des fonctionnements colonisateurs, des fonctionnements où on va hiérarchiser des populations par rapport à d'autres, etc. On est tous sur la même putain de boule de terre, et on est tous en train de crever ensemble, dans la joie et la bonne humeur, à cause de tous ces fonctionnements délétères, notamment du capitalisme. Donc à un moment donné, soit on crève tous, ce qui est très probable, hein, je suis désolé, pessimisme, hein, voilà. Soit on va finir par tout faire sauter et recommencer de zéro, parce qu'il le faut. Parce qu'il le faut. Il faut repenser tout le système juridique et le purger du capitalisme. Mais c'est même pas ça, parce que c'est là le truc en fait, c'est que pour moi, il faut pas repenser tout le système juridique. Le système juridique à l'heure actuelle est entièrement et complètement enclavé par le capitalisme. C'est le système juridique du capitalisme et c'est pas le système juridique accompagné par le capitalisme. Donc de fait, à l'heure actuelle, tu peux pas purger le capitalisme de ton système juridique à moins de brûler littéralement tous les codes de loi et tous les codes, tous les textes que tu as et de recommencer de zéro. Parce que de fait, actuellement, fondamentalement, le code, les différentes lois qui sont créées le sont dans un cadre qui est notamment le cadre capitaliste, le cadre autoritariste qu'il y a. Tu ne peux pas juste le repenser, il faut entièrement le cramer pour recommencer de zéro. Faire sauter métaphoriquement, hein, calmos les RG. Hein. Oui, bon après... Je vous avoue que moi les vieilles pierres de tout ce qui est l'Elysée et compagnie, autant je pense que l'histoire c'est extrêmement important et qu'il faut garder une trace de ça, autant l'amour inconditionnel pour 3 bouts de cailloux côte à côte, un peu osef. On peut faire sauter les assemblées aussi, hein. Le bâtiment s'entend, il n'y a pas de problème. Hein. J'avoue que les bâtiments un peu osef, hein. De toute façon c'est pas fait pour tenir dans le temps, hein, qu'on soit d'accord. Tôt ou tard les bâtiments finiront par tomber, par s'écrouler et à force de remplacer de façon des petits morceaux, etc. Enfin vraiment moi j'ai pas un grand amour particulièrement pour la pierre. Je pense que c'est important, très important de garder des traces. Je pense que c'est important d'essayer de conserver certaines choses. Après... faut pas non plus tout mettre dans le formol constamment quoi. Il y a un peu de ça. Je continue à rattraper un petit peu. Donc je rattrape un petit peu. L'Océlérat pour empêcher l'installation des populations nomades sur le territoire français, effectivement. Je viens d'une région avec beaucoup de gens du voyage qui ont leur propre terrain. Je pensais pas que c'était pas possible d'ailleurs. Ah bah non, ça dépend vraiment d'une commune à l'autre. Hein. Elles ont pas forcément les mêmes droits, les mêmes lois justement. On n'a pas le rapport de force actuel et pour l'avoir, pas que sur le, pas sûr qu'on ait le temps. Ouais, on est d'accord. Et les filles effectivement ont beaucoup de problèmes, oui. Je me suis mal exprimé, je te rejoins. Il faudrait qu'on ait un régime juridique nouveau, tout neuf et ne pas retaper le régime juridique. Oui, ça, clairement. Parce que encore une fois, quand tu es dans des fonctionnements comme ça. Bah c'est ce qu'on appelle le réformisme, hein. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'il est trop enclavé, et c'est ce qu'on voit notamment avec, pour coller un petit peu sur le livre quand même, c'est ce qu'on voit avec la justice réparatrice. La justice réparatrice essaye de partir de ce qui existe déjà, les institutions policières, pour essayer de faire du mieux. Sauf qu'on remarque que bah, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que tu es déjà inclus dans un système qui a déjà un certain nombre de fonctionnements, de valeurs, etc. Et que de fait, bah, tu ne peux pas du coup aller vraiment vers du mieux. Tu vas faire 3 trucs qui se battent en duel qui sont un peu mieux, mais fondamentalement, et surtout sur le long terme, tu verras que ça reviendra exactement au même. Et c'est ça qui est aussi frustrant. Je continue à lire.
Russe Maurice dit aussi que la justice réparatrice ne prend pas en compte l'injustice structurelle du système judiciaire, qu'elle parle peu du racisme structurel, du classisme. Or, ne pas prendre cela en compte, c'est possiblement reproduire des mécanismes problématiques. Elle donne l'exemple d'un voleur. La justice réparatrice traiterait le fait qu'il répare la personne volée, et l'affaire serait alors soi-disant réglée. Et s'il est pauvre, c'est ajouter une violence supplémentaire que d'ignorer que c'est la problématique de la pauvreté qui a déterminé son comportement. N'est-ce pas là toute la thématique de la précarité qui est étudiée ici? On verra que la justice transformatrice non seulement pense à la réparation, mais aussi traite ces problématiques. Donc là, vous avez le fameux tableau de récap. La justice rétributive. L'incident est une violation des politiques, définie par le non-respect des règles. La résolution consiste à examiner l'incident, à déterminer le blâme et à en administrer les conséquences. Quelle règle a été enfreinte? Qui est à blâmer? Quelle punition mérite-t-il? Donc ça, c'est la justice telle qu'on l'a fait, notamment en France. Voilà, c'est très utile, hein. Pas du tout. Justice réparatrice. L'incident est une violation des personnes et des relations. Cela crée des obligations de bien faire les choses. La résolution consiste à examiner le préjudice causé par l'incident. Préjudice causé à la ou aux personnes qui ont été victimisées. Préjudice à l'instigateur, aux agresseurs. Et préjudice à la communauté dans son ensemble. Et demande comment ce préjudice peut-il être réparé. Qui a été blessé et quels sont leurs besoins. Qui est obligé de répondre à ces besoins? Qui a un enjeu dans cette situation et quel est le processus pour les impliquer dans la correction des choses et la prévention de futures occurrences? Ça, c'est ce qu'on essaye vite fait de faire, mais ça reste discutable. En France, pas beaucoup. Sur le papier, c'est censé exister. Sur le papier, dans les faits, on remarque que c'est relativement peu utilisé et que quand c'est utilisé, c'est généralement mal utilisé et avec tous les biais de la police habituelle, encore une fois, parce que soit les policiers qui participent à ça sont des policiers qui ont exactement les mêmes biais que leurs institutions, donc ils font des conneries, ils sont violents, etc. Ou alors ce sont effectivement des policiers qui sont mis un peu de côté par rapport à l'industrie policière, pas du tout, par rapport à l'institution policière, mais du fait qu'ils sont justement un peu à côté du reste de la police, notamment leurs actions sont complètement entravées par le reste de la police et des fonctionnements du reste de la police qui peuvent totalement bazarder et saboter leur travail. Triste. Et enfin, la justice transformatrice. L'incident peut être le résultat en partie de relations et de systèmes sociaux malsains. Cela crée des obligations de nouer de nouvelles et de meilleures relations. Cela doit se faire non seulement au niveau individuel, mais aussi au niveau des structures sociales, des politiques institutionnelles. La résolution implique de modifier le système social plus large, de manière à aider à prévenir l'apparition et la réapparition d'incidents préjudiciables. Quelles circonstances sociales ont favorisé le comportement préjudiciable? Quelles similitudes structurelles existent entre cet incident et d'autres similaires? Quelles mesures pourraient empêcher de futurs événements? Et là, donc, on serait vraiment sur le côté un peu idéal, a priori, de ce qu'on pourrait faire. Le collectif Génération 5, collectif s'occupant des abus sexuels, rejette aussi les processus institutionnalisés de la justice réparatrice, non pas pour leurs méthodes, concepts et valeurs qui sont gardés au cœur de la justice transformatrice, mais parce qu'ils s'interrogent sur les relations de pouvoir, sur les pressions sociales de la communauté, dont les normes peuvent être oppressantes et qui ne sont pas pensées durant le processus. Déjà, rien qu'au niveau constitutionnel, la propriété privée est bien protégée comme la liberté d'entreprendre, même s'il y a quelques limites qui sont peu contraignantes, vu qu'on a un droit bourgeois et capitaliste. Aussi, même si on a des droits sociaux consacrés dans la Constitution comme l'assurance chômage, ça n'interdit pas aux législateurs de l'attaquer progressivement, n'est-ce pas? Et c'est pas du tout ce qu'on constate aujourd'hui, hein, bien sûr. Réforme des retraites, tout ça, hein, voilà, on connaît. Dans d'autres registres un peu plus éloignés, pour parler par exemple de ce que je vis, moi j'ai une maladie génétique incurable, j'ai une reconnaissance de travailleur handicapé, j'avais fait un dossier MDPH, tout ça, j'avais les remboursements à 100% pendant quelques années, et là la dernière fois c'était quoi? Ça doit faire un an maintenant, parce que je crois que c'était globalement l'année dernière, avril ou quelque chose comme ça que ça a sauté. On m'a informé qu'on estimait que les coûts de mes soins, et encore une fois c'est une maladie génétique incurable, donc en fait les soins sont toujours à peu près les mêmes, ils ont estimé que les soins n'étaient pas assez élevés pour être pris en compte par l'État, par justement le remboursement à 100% par la Sécu. Et donc du coup maintenant je dois payer absolument tous mes soins. Alors j'ai de la chance pour le coup, ma femme a changé de travail depuis, et il se trouve que sa mutuelle me permet du coup d'avoir justement ces soins là qui sont pris en compte par la mutuelle. Mais du coup imaginez juste le fait que moi je n'ai cette possibilité là que parce que ma femme a une bonne mutuelle avec son entreprise. Moi je suis précaire, Moi, je gagne à peu près 100 à 150 € par mois avec l'activité de Twitch et de ce qu'il y a autour.
Ça fait pas beaucoup d'argent. J'ai absolument aucune aide par l'État, ni de près ni de loin, surtout que je suis marié, donc en plus, l'âge, tout ça, voilà, tu te mets dans l'os. Et donc du coup, tu te retrouves vraiment dans cette situation où, en fait, j'ai juste du bol. Moi, j'ai juste du bol de pouvoir vivre et de pouvoir avoir mes soins. Mais des personnes qui ont un peu moins de bol, ils vont juste crever. Parce que l'État a estimé que TKT, c'est pas assez cher. Sauf que pas assez cher, ça dépend en fait. Ça dépend de tes revenus, ça dépend de tes conditions, ça dépend de tes conditions physiques, ça dépend de tes conditions de vie, ça dépend de plein de choses en fait. Donc c'est toujours très comique, on va dire. Et c'est là où on voit qu'effectivement, il y a une pensée bourgeoise. Parce que typiquement, ce qu'on m'a répondu, quand j'ai un peu gueulé là-dessus, ça a été que, ça va, j'ai juste à payer le mutuel, c'est bon. Oui mais non. Tout le monde ne peut pas payer une mutuelle, tout le monde ne peut pas payer les mêmes mutuelles, toutes les mutuelles n'ont pas les mêmes fonctionnements, n'ont pas les mêmes prix, etc. Et bref, on voit tout de suite qu'il y a vraiment ce côté pensée monde capitaliste en fait. Paye pour rester en vie, paye pour exister ou crève. Crève parce que tu rapportes rien en fait. Et c'est quand même très violent comme fonctionnement de société, c'est quand même extrêmement violent. Mais bon, bref, je bois un coup et on continue. Et effectivement, alors que je peux pas travailler dans beaucoup d'emplois, et en plus de ça, ça c'est encore un autre truc, on a estimé, la MDPH et la Sécu ont estimé que je pourrais travailler, puisque mon handicap fait notamment qu'en gros mon cœur peut s'arrêter. Plus je suis fatigué, plus je me dépense, plus mon cœur risque tout simplement de faire une crise cardiaque. Ce qui est un risque un peu gênant. Et la MDPH et la sécurité sociale ont estimé que je pouvais travailler puisque c'est un risque. Ce n'est pas sûr. Donc en fait, je peux travailler. Bah oui, tant que j'ai pas de crise cardiaque, y a pas de problème. Donc déjà, ça aussi c'est rigolo. Ça aussi c'est très très drôle. Voilà. Factuellement, à l'heure actuelle, je n'ai absolument, même si j'ai le statut RQTH, je n'ai aucun... Comment s'appelle ? Je n'ai pas d'invalidité. Voilà, on ne reconnaît pas que, par exemple, truc très con, si je vais travailler comme cariste, ce que j'ai fait pendant des années, justement quand j'avais des problèmes de santé et ça a eu des conséquences drastiques et extrêmement violentes, on estime que je peux le faire quand même. Tu peux pas contester, j'ai contesté, on m'a dit non. Voilà. On m'a dit Osef, on m'a dit on s'en branle, on m'a dit vous pouvez travailler. Là, rien ne vous empêche de travailler. Vous êtes fonctionnel, vous avez 2 bras, 2 jambes, une tête, vous avez vos capacités cognitives normales, vous avez de bons diplômes, rien ne vous empêche de travailler, que ce soit sur un emploi physique, on va dire, ou que ce soit sur des emplois tels que je suis censé le faire avec avec ma formation plutôt de cadre, on va dire, de conseiller externe en général, c'est ce que je faisais avant d'être streameuse à temps complet. On me dit que rien ne m'empêche de le faire, en fait, puisque le problème arrivera au moment où j'aurai une crise cardiaque. Donc tu fais d'accord, très bien, cool. On va attendre que je crève sur mon bureau pour se dire que peut-être s'il faut s'en occuper. Non mais c'est bien, c'est sympa quoi. Le but étant que tu meurs avant la retraite de toute façon. Ouais, c'est un petit peu l'idée. Mais enfin, je payais ma mutuelle 25 € mois quand je bossais en mairie et à mon compte 50 €. Même âge et pas de petit profit. On devrait payer 0 pour tout ce qui est sécu sociale et tout ça. Oui, normalement oui. Je ne comprends même pas comment c'est possible qu'il y ait encore des gens qui valident l'idée que c'est ok de payer pour vivre. Enfin, à un moment donné, est-ce que tu as signé un contrat, je sais pas, avant ta naissance, ce qui est improbable parce que personnellement, déjà, je suis athée, donc pour moi, il n'y avait rien avant la naissance, voilà. Si vous êtes religieux, croyez ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, mais moi, je vous avoue que pour moi, j'existe depuis le moment où je suis né et où j'ai commencé à avoir des interactions et que du coup, j'ai commencé à créer une personnalité, tout ça. Mais bref. Admettons, même dans le cadre où nous serions un être qui a une âme, ce que vous voulez, et qu'on existait avant la naissance, tout ça. Est-ce qu'on a signé un contrat qui a dit oui, je veux absolument vivre? Allez, vas-y, chaud patate, je veux vivre, là c'est le moment. Non, vous n'avez pas choisi, vous êtes né, point. Quelqu'un vous a conçu, enfin généralement 2 personnes vous ont conçu, et du coup vous vous retrouvez à devoir vivre dans un monde et dans une vie que vous n'avez absolument pas choisi, que vous n'en avez rien à péter potentiellement. Enfin, moi je sais que je suis très contente d'être en vie, il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai une vie qui est ce qu'elle est, qui a un certain nombre de difficultés, notamment avec ma maladie, etc. Je suis pas malheureux d'être vivant, même s'il peut y avoir des trucs qui me rendent malheureux dans ma vie, bien sûr, comme tout le monde. Mais j'ai pas choisi d'être en vie.
C'est-à-dire que je n'aurais pas vécu, ça m'aurait pas posé problème, vous voyez. On existe, quoi. On existe aussi juste avant de naître, non mais vous voyez ce que je veux dire. Dans le sens où on n'est pas une entité sentiente qui existe en dehors du corps qui est le nôtre, qui est notre réceptacle. Voilà, on n'existe pas dans une forme éthérée ou je ne sais quoi avant la naissance, avant d'être conçu, etc. C'est dans ce sens-là. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà, je trouve ça absurde qu'on en soit là à devoir payer pour vivre alors qu'on n'a rien demandé. On n'a rien demandé. Enfin, à un moment donné, on est là. Et déjà, devoir payer pour rester en vie et compagnie, je trouve ça mais d'une absurdité sans nom. C'est vraiment mais parfaitement absurde. Et voir qu'il y a autant de gens qui trouvent ça totalement légit et normal, j'avoue que ça me laisse perplexe. Ça me laisse très perplexe. Et encore une fois, il n'y a pas de question de j'ai pas envie d'être en vie ou quoi que ce soit. Ça me va d'être vivant. Vous voyez, encore une fois, j'ai une vie qui est pas si mal que ça. Par rapport à beaucoup d'autres, notamment, je constate que j'ai une vie qui est pas si mal que ça. Mais de fait, c'est absurde de vouloir nous faire payer tout et n'importe quoi comme si on était responsable d'être en vie, alors que non, bien sûr que non. Et tout comme c'est absolument absurde de devoir payer constamment pour avoir une santé à peu près potable, alors qu'on n'a certainement pas fait de volonté, on va dire, être malade. Est-ce que vous croyez que j'ai choisi d'avoir une maladie génétique? Est-ce que vous croyez que j'ai choisi d'avoir des conditions malheureusement de santé qui sont extrêmement contraignantes, qui m'empêchent énormément de me reposer, même là, hein, sachant que j'ai une activité qui est quand même vachement plus cool que j'ai pu le faire rapport avant. En tant que streameuse, je travaille à peu près... alors, si vous considérez que les streams en eux-mêmes, je fais globalement de 10h à 17h des streams. Vous rajoutez à peu près 1 à 2 heures hors stream avant, après pour m'occuper de ce qu'il y a en off à côté. Et tout au long de la journée, soirée, je m'occupe de tout ce qui va être Discord, réseaux sociaux un petit peu, etc. Ce qui prend quand même un certain temps. Mais je ne considère pas vraiment ça tant que ça comme du travail parce que j'ai eu aussi en tant que personne qui consomme ça pour le plaisir de moi-même, quoi, on va dire. C'est pas forcément quelque chose que je considère comme du travail. Bref, ça prend beaucoup de temps. Pourtant, je le fais depuis chez moi, ce qui me permet de pas trop me dépenser, etc. Même comme ça, ma santé a des conséquences. Même comme ça, j'ai malheureusement des crises de tremblement, de tétanie, parce que c'est ce que fait ma maladie. À cause du traitement que je prends pour éviter que mon cœur s'arrête, parce que je voulais prendre un traitement, malheureusement j'ai énormément de problèmes intestinaux, de transit, etc. J'ai des symptômes qui sont assez équivalents à ce que vous avez quand vous avez une maladie de Crohn, mais à cause du traitement. Parce qu'en gros, le traitement que je prends a totalement flingué mon système, en fait, au niveau des foies, etc. Sauf que je préfère que mon foie soit flingué plutôt que mon cœur. Parce que mon cœur, lui, c'est fini. Enfin, voilà, si mon cœur s'arrête, c'est fini. Mon foie, il fonctionne pas bien, mais plus ou moins, et ça me permet de rester en vie. Donc finalement, en termes de calcul, voilà, il y en a un des deux que je préfère. Mais vous voyez que juste là, sur une activité qui est plutôt calme, plutôt tranquille, j'ai déjà des impacts de santé. Vous vous doutez bien que j'ai pas choisi ça. Je passe pas un bon moment quand je suis coincé pendant des heures sur mes chiottes en train de douiller sa race en plein milieu de la nuit, en train de trembler et avoir la moitié du corps que je peux pas contrôler qui est en tétanie. Vous vous doutez bien que c'est pas le fun, j'ai pas choisi ça. Pourtant, je suis obligé de payer les soins et compagnie qui vont avec. C'est absurde. Parce que la société, tout ce qu'elle veut vous faire dire et vous faire croire et vous faire penser, et c'est normal dans une société capitaliste, c'est que si tu rapportes pas, tu ne mérites pas de vivre. Tu dois rapporter. Parce que c'est ça, la société capitaliste. Tu dois être là pour produire, pour capitaliser. Si tu ne le fais pas, tu n'es rien. Et c'est comme ça qu'on retombe sur des phrases qu'on avait entendu prononcer par un certain président. Il y a des gens qui ne sont rien. Bah voilà, c'est ça ce que vous rappelle et ce que vous dit constamment la société capitaliste. Et c'est pour ça qu'il faut la cramer de fond en comble. Parce qu'elle est absolument pas ok. Voilà, tu dois créer de la valeur, exactement. Et même quand tu crées de la valeur, t'es pas forcément rémunéré en fonction de ça. Parce que si vous prenez la valeur que je crée, je passe quand même globalement 7 heures de ma vie, tous les jours de la semaine, à créer quand même de la valeur sur Twitch, à fournir à un certain nombre de personnes du contenu, notamment du contenu de vulgarisation. Je leur permets à un certain nombre de personnes d'accéder à tout un tas de thématiques qu'ils ne peuvent pas forcément accéder autrement ou facilement, etc. Par exemple sur tout ce qui est sciences humaines et sociales, je permets à tout un tas de gens de se distraire quand je fais du jeu vidéo, quand je fais des let's play et qui m'ont en mode radio, qui m'écoutent, qui me regardent, qu'ils se distraient. Je crée de la valeur en créant ce spectacle, etc. Est-ce que je suis rémunéré en fonction de ça? Bah, je suis désolé de vous le dire, hein, merci énormément d'être là, mais non. Si 150 balles, 100 à 150 balles par mois
pour travailler tous les jours et créer de la valeur tous les jours pendant 7 heures, c'est ça, la valeur qui est créée, c'est 150 balles. Je vous avoue que ça fait un peu léger. Surtout quand à côté, je vois des gens qui créent du contenu à base de prout, comme notre bon petit président, comme la moitié de ses ministres, et qui gagnent des sommes mais complètement pétées et indécentes pour littéralement créer du vent malodorant. J'avoue que je suis perplexe sur la valeur de la valeur ajoutée, quoi. Tu vois, sur la valeur qui est créée, je suis perplexe. Parce que c'est peut-être assez arrogant sur le principe, mais je pense que mon travail est un peu plus pertinent que le leur. Étonnamment, hein. Et pourtant, je suis qu'une personne totalement random qui globalement crée du contenu pour à peu près une vingtaine de personnes en général tous les jours. C'est tout. 20 personnes, c'est rien en termes de quantité. On est d'accord, c'est ridicule. Moi, personnellement, c'est une activité qui me plaît énormément. Et je suis extrêmement heureuse d'avoir des gens qui sont là et d'avoir 20 personnes qui sont là quasiment tous les jours, quasiment tout le temps, tout au long de la journée. Je trouve ça trop cool, vraiment. Mais à un moment donné, je pense que ça a quand même, on va dire, un impact assez léger sur la société, par rapport notamment à ce que font des présidents et des ministres, etc. Pour autant, je pense que cet impact très limité sur 20 personnes est plus pertinent que l'impact que eux ont sur des millions. Et en plus, voilà, on parle pas de toutes les personnes qui sont au foyer, qui ne sont pas rémunérées pour faire des tâches domestiques, comme par hasard, vraiment par hasard, les femmes. Les femmes qui s'occupent de faire 36 000 trucs dans les noyaux familiaux en général, et qui sont absolument pas rémunérées pour ça. De manière totalement logique pour une grande partie de personnes, il n'y a pas à les rémunérer. Alors que c'est absurde. Elles font littéralement tourner la moitié de la société. Le truc de créer de la valeur ne marche pas vu que les bourgeois sont payés énormément sans créer de la valeur eux-mêmes. Voilà, à un moment donné, quand vous voyez par hasard et toute ressemblance avec le monde réel est vraiment fortuite, des actionnaires qui viennent insulter et marcher sur des militants qui essaient d'alerter sur le fait qu'on est en train de détruire le monde avec la pollution de Total, et que ces actionnaires de Total en ont rien à péter, vous disent que eux ils créent de la valeur alors que littéralement la seule chose qu'ils font c'est recevoir du pognon et ne rien foutre. Voilà. Voilà. Je pense que c'est clair. Je pense qu'on est bien. On est bien. Bref, je reprends la lecture, ceci dit, parce que je me suis quand même arrêté de lire pendant un moment. Dans le même temps, l'accent mis sur la restauration suppose que les conditions qui existaient avant un incident individuel d'abus sont souhaitables et devaient être rétablies. Cela ne tient pas compte du manque commun de droits des enfants, des abus de pouvoir, de l'inégalité entre les sexes, des héritages de l'esclavage, de la colonisation et d'autres types de violences qui précèdent et coexistent avec les incidents de violence en cours. En tant que tels, ces modèles se concentrent souvent sur la restauration du statu quo et ignorent le défi de transformer les conditions d'injustice sociale, économique, politique qui sont le contexte et la cause de la violence. Étonnant. Cependant, les processus sont concrètement les mêmes en justice transformatrice et en justice réparatrice. On a vu que le cercle de détermination de la peine était considéré comme de la justice réparatrice dans les documents de l'ONU, mais Rust Morris dit qu'il s'agit avant tout de justice transformatrice. On le verra, les militants abolitionnistes œuvrent à la justice transformatrice, utilisent la philosophie, les valeurs, les processus de justice restauratrice, excepté qu'ils ne font pas appel au système pénal officiel, police, tribunaux, prisons, et ont des programmes qu'on ne trouve pas forcément... J'en ai rien à secouer, je suis anarchiste et je voudrais foutre en l'air toute la société capitaliste. Oui, clairement. Qu'on ne trouve pas forcément en justice réparatrice. Par exemple, la responsabilisation des offenseurs, la sécurité des cibles, l'aide à la construction d'une communauté de soutien, la formation à des situations d'urgence, etc. Autrement dit, même si les termes de la justice réparatrice et de la justice transformatrice peuvent être parfois employés de façon synonyme pour décrire un même paradigme novateur de la justice transformatrice peut avoir des ambitions plus radicales et peut engager des façons de faire supplémentaires qui portent sur la transformation, le tout en opposition avec le système pénal officiel. Bonjour Sansai, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien, et je vois le marqueur de VOD qui nous dit stop, arrête de lire, coupe la VOD. Petite fougère de YouTube, il y aura eu beaucoup de digressions sur ce début de live, sur cette première VOD, mais en même temps il y avait des choses à dire je pense. Fin de VOD et à bientôt pour la suite et la prochaine, des bisous, ciao ciao ciao.